Alors, je souhaiterais donc aujourd'hui vous faire part d'une expérimentation que j'ai menée auprès d'un public de licence de sciences et vie de la Terre et qui avait pour visée de sensibiliser à l'analyse de la chaîne syntagmatique et plus spécifiquement du noyau verbal. Je me suis inspirée, mais je dis bien inspirée, de la linguistique computationnelle. Donc je commencerai par une introduction qui se déploiera en 3 temps avant de vous proposer un développement en 2 parties. Alors, tout d'abord, donc, les raisons qui ont motivé le désir de mettre en place un dispositif particulier. Tout est né finalement de la consultation et de l'observation des productions d'écrits des étudiants, des élèves de français langue maternelle. Donc on retourne au français langue maternelle. En situation de production, mais également en situation de réception, d'analyse d'énoncés ou de phrases. Donc, première difficulté, c'est la difficulté à linéariser l'écrit et donc des problèmes d'ordre syntaxique. Je ne travaillerai pas là-dessus pour aujourd'hui, mais je voulais signaler que c'était un problème qui était récurrent. Autre difficulté que l'on trouve dans les productions, c'est le problème entre orthographe et donc le rapport à la morphosyntaxe. Les didacticiens reconnaissent unanimement que la question se pose du primaire au supérieur et ces propos sont relayés par les actions à l'échelle nationale avec des projets comme le projet Voltaire ou Écrit Plus. On identifie également des problèmes récurrents autour des finales en « et », infinitif, participe, etc., mais également au niveau des morphèmes flexionnels des participes passés. Souvent, les graphies sont erratiques à ce niveau-là. Or, il nous semble qu'on travaille très rarement la sémantique et notamment dans son articulation avec la morphosyntaxe. Ainsi, je souhaiterais faire état d'un paradoxe, c'est que l'orthographe grammaticale est en constante hausse, ce que nous rappelle Catherine Brissot, malgré une logique sous-jacente. Si l'on travaillait attentivement la chaîne syntagmatique, on réussirait, me semble-t-il, à résorber ce type d'erreur qui porte essentiellement sur la syntaxe. Or, si l'on voit comment procèdent les apprenants, ils se remémorent péniblement les astuces qu'on leur a prodiguées durant leur scolarité dans une logique qui se vaut pseudo-paradigmatique, c'est-à-dire remplacer A par avait, etc., ce type de fonctionnement. En situation de réception à présent, donc en situation d'analyse de texte écrit, 2 difficultés. Première difficulté, c'est le repérage du verbe conjugué lorsque ce dernier est complexe. Je vous ai mis en 1 une production d'étudiants de licence 2e année de STAPS. Je leur avais proposé un texte d'Isabelle Autissier. Ils devaient repérer les verbes conjugués. Or, vous constatez qu'à chaque fois que la morphologie est complexe, eh bien l'étudiant n'a souligné, c'est ce que vous avez en vert, que l'auxiliaire. Deuxième difficulté dans l'analyse, c'est que lorsque vous demandez à vos étudiants de travailler sur les formes non personnelles du verbe, il n'y a aucune difficulté pour eux à repérer morphologiquement les formes d'infinitif et de participe. En revanche, il y a une défaillance à réinscrire ces 2 formes sur la chaîne syntagmatique et à les décrire d'un point de vue sémantico-syntaxique. Ainsi, pour eux, l'infinitif ou le participe ne peuvent être qu'un verbe et ils ont du mal à concevoir que ces mêmes formes verbales puissent relever du nom pour l'infinitif ou de l'adjectif en ce qui concerne le participe. Deuxième point de mon introduction, j'aimerais revenir un petit peu sur cette logique pseudo-paradigmatique, c'est-à-dire celle que l'on enseigne pour essayer de résorber les erreurs orthographiques. C'est une technique qui est toujours à l'honneur, malgré des dispositifs innovants. C'est ce que j'ai trouvé dans un article de Sandrine Bax, qui déclare que, ici, remplacer le verbe du premier groupe par un verbe d'un autre groupe, en général prendre, permet d'effacer efficacement l'homophonie, proposer, proposer versus prendre, pris, donc de comprendre la structure de la phrase. Il me semble que néanmoins, ce n'est pas tout à fait opératoire et que cela nécessite d'être régulé et que souvent, l'axe paradigmatique est convoqué à des fins d'efficacité et non pas de démarches linguistiques et métalinguistiques et de procédures donc intéressantes. Ainsi, je m'aligne sur les propos de Morgane Baumann-Marseille, Daniel Cogis et Marie-Laure Elalouf, qui trouvent cette opération délicate à bien des égards. Je vous ai mis quelques exemples. En 3A, je vous ai mis un exemple qui nous montre que la technique paradigmatique telle qu'elle est envisagée n'est pas pertinente dans la mesure où elle fonctionne par défaut. Souvent, c'est si la substitution ne fonctionne pas, alors par défaut, je vais employer X.
Ce qui peut être très difficile pour des élèves en difficulté, puisque la phrase ne fait plus sens. Remplacer A par avait dans des contextes où ça ne fonctionne pas, ce n'est pas du tout clair pour eux. De là, c'est ce que vous avez en 3B, je vous ai proposé donc un extrait de verbatim d'un enfant de CM qui constate que finalement, des fois, ça n'a pas de sens, mais que comme il est bon, il veut bien qu'on fasse ça. Et donc, voilà, c'est ce qu'il nous dit, c'est ce que j'ai mis en rouge. Hein. Je prends celui qui se dit le mieux. Des fois, il y a des phrases qui n'ont pas de sens, mais je prends celui qui se dit le mieux. A contrario, en C, je vous ai proposé des verbatim toujours d'élèves de CM2, CM1, CM2, qui là ne sont pas performants et qui donc vont être bloqués. Notamment, c'est le cas de la forme « ne partez pas », où l'élève ne comprend pas, puisqu'on n'a pas réinscrit dans la modalité d'énonciation injonctive, n'a pas compris qu'il s'agissait d'un impératif et donc va mécaniquement appliquer cette technique paradigmatique et donc ne va pas trouver la bonne graphie. Il nous dit, hein, c'est la fin du verbatim, « je préfère ne prendre que ne pris ». Face à un pis-aller, il va choisir donc une forme qui sera bien sûr erronée. J'en viens à présent donc, aux enjeux et aux objectifs de mon expérimentation. Donc, j'ai souhaité travailler sur le syntagme verbal, mais bien plus précisément sur le noyau verbal, lorsque ce dernier était complexe. Donc, j'ai parlé de périphrase verbale à la suite de Guillaume et de Badzef, Schildrock et Le Kerlé, et qui ont pour second élément un participe passé ou un infinitif. Les objectifs sont les suivants, hein, donc remettre à l'honneur le syntagmatique en l'articulant à une perspective sémantique forte. Et je suis partie de l'hypothèse que l'observation renouvelée, voire ritualisée de configuration présentant des périphrases verbales, donc c'est un peu l'idée de co-occurrence, de fréquence, de colocation dont on parlait tout à l'heure, conduira à l'identification de configurations où le morphème à sélectionner deviendrait prédictible. Donc vous voyez in fine un objectif morphologique, mais qui est fortement assujetti, hein, dans mon esprit, aux considérations sémantiques qu'autorise la prise en compte de la chaîne syntagmatique. J'en viens donc à l'origine du dispositif expérimental, donc 2 points dans cette partie. Donc tout d'abord, les motivations pratiques. Donc je suis membre associé à un laboratoire, le laboratoire d'innovation et du numérique pour l'éducation de l'Université Côte d'Azur de Nice, qui suppose un dialogue interdisciplinaire entre différents membres, et notamment entre des membres de l'INRIA, qui travaillent sur le langage de programmation tel que développé par Grace Hopper, et donc ils vont mettre en parallèle le langage informatique et les langues naturelles. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas intérêt à utiliser ce langage de programmation pour le mettre au service de l'étude de la langue. Deuxième raison, hein, c'est que j'ai souhaité proposer une pédagogie adaptée à un public d'étudiants scientifiques, donc travailler sur le langage de programmation me semblait être intéressant pour eux. Alors, je souhaiterais faire un petit état, hein, bien que je ne sois pas spécialiste de la question, sur les antécédents linguistiques et un petit rappel épistémologique de la linguistique computationnelle. La linguistique computationnelle, hein, s'inscrit dans ce qu'on a appelé la mathématisation ou l'automatisation du langage, qui a subi 3 ères. C'est ce que vous trouvez dans la figure 2. Donc, une première ère, période, hein, dans les années 30, où l'école de Vienne, sous la houlette de Carnap, mais également Bonn et Berlin, vont développer l'idée qu'on va chercher à formaliser des énoncés. Enfin, pas des énoncés au départ, c'est qu'on va chercher à abstraire des éléments. Et on va commencer par abstraire le langage, enfin les mathématiques. Au départ, donc abstraction des mathématiques, et ensuite conception des mathématiques comme un langage. Et dans la mesure où les mathématiques sont à la fois formalisables de manière abstraite et à la fois sont un langage, les langues naturelles qui sont également un langage vont également être formalisables. Seconde mathématisation du langage, c'est avec la traduction automatique des langues qui apparaît à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, durant la guerre froide, aux États-Unis. Weaver va chercher à traduire en série des énoncés de manière à universaliser les apports de la science, hein, on le sait. Donc la guerre froide a conduit à une course, non pas à l'armement, mais au savoir scientifique, notamment la course spatiale. Donc on va faire appel à des ingénieurs et des mathématiciens, mais paradoxalement, on ne va pas faire appel aux linguistes. Or, Weaver et son équipe vont s'apercevoir des problèmes de traduction posés par les polysèmes, par les expressions idiomatiques, et donc l'ALPAC, hein, qui est l'instance d'évaluation, va, dans les années précisément en 1966, décréter qu'il faut des linguistes dans l'équipe, et donc on va parler de linguistique formelle ou linguistique computationnelle. Elle va concerner tout d'abord la syntaxe, avec des linguistes comme Chomsky, Jacobson, etc. Mais rapidement, dans les années 70, Montag va être le premier à étendre les possibilités de la formalisation du langage au-delà de la syntaxe et à y intégrer des données sémantiques. Et on parlera alors de sémantique formelle.
troisième ère dans les années 90 avec le traitement automatique des langues et donc tous les apports de la technologie. Alors, quelle transposition didactique proposer de la sémantique formelle? Donc, je me fonde ici sur la conception didactique de Bordet, qu'il reprend à Chevalard. Et donc, alors là, je me suis appuyée sur la sémantique montagovienne telle qu'elle a été décrite par Alexandre Gabonkov dans un mémoire de 2007, où il présente 6 paramètres de cette sémantique montagovienne. Je n'en ai retenu que 2, que je vous présente dans le désordre parce que ça me paraissait plus pertinent comme ça. C'est-à-dire, donc, son 6e paramètre qui est le calcul des prédicats. Donc, dans un énoncé, on va essayer de calculer le prédicat, c'est-à-dire voir le noyau dur de l'énoncé. Et une fois que ce noyau dur sera posé, on va le décliner selon des types sémantiques, donc réinscrire chaque constituant de l'énoncé dans une catégorie sémantique spécifique. J'ai donc exclu de mes considérations tout ce qui est syntagmes nominaux et tout ce qui est argumentation verbale. De même que les liens d'implicature entre les syntagmes nominales n'ont pas été considérés par moi, je me suis limitée au noyau verbal. Et donc, j'ai essayé d'en proposer une description aspectuelle, diathétique et énonciative. Et donc, j'ai essayé de lutter contre les défauts standards repérés par Gabonkov et Auroux sur la sémantique montagovienne qui, très souvent, travaille sur des énoncés, des phrases, je ne fais pas de distinction pour aujourd'hui, entre P3 et voilà, des énoncés qui sont à la P3 et au présent. Quelques exemples, tout d'abord, de formalisation d'énoncés de langue naturelle. Donc, je vous en ai pris 2. Donc, chaque garçon aime Marie. Vous voyez que c'est formalisé parce que je vous ai mis en bleu. Donc, une formalisation qui est un peu trop complexe, qui prend en compte les syntagmes nominaux, les liens d'implicature. Donc, je n'ai pas travaillé là-dessus. En 4B, une autre formalisation possible que j'ai trouvée dans la grammaire méthodique du français, grammaire de référence des concours de l'enseignement du français, donc Liegel, Pela et Rioul, qui propose la formalisation suivante de « je vous ordonne de fermer la porte ». Voilà, ordre, vous plus fermer la porte. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit une dichotomie, une scission qui se crée entre le verbe conjugué, qui est ordonne, et finalement le contenu prédicatif, le calcul du prédicat, qui est fermer la porte. Donc là, avec des notions, finalement, de force illocutoire et donc de modalité d'énonciation. J'en viens à présent, ce sera ma dernière partie, à la mise en place du protocole expérimental. 2 points également. Donc, tout d'abord, je souhaitais vous décrire rapidement le dispositif ritualisé. Donc, je m'adressais à un public de licence de L2 et de L3, donc sur les années 2018-2019, ce qui faisait un total de 15 étudiants. Nous avions un principe de ritualisation des activités linguistiques. Chaque séance, nous analysions une phrase tirée de la littérature patrimoniale. Sur un texte suivi. Alors, nous avons travaillé sur La Belle au bois dormant et La Petite Sirène. Donc, en amont du cours, je leur demandais de repérer le verbe conjugué. En cours, nous revenions sur la distinction entre forme analytique et forme synthétique, ce qui n'allait absolument pas de soi, comme vous l'avez vu sur la production 1. Je passe sur les éléments de syntaxe pour en venir ensuite à ce que nous faisions en cours encore. Eh bien, c'est qu'une fois que nous avions analysé la phrase dans son ensemble, morphologique et syntaxiquement, sur la formalisation collective simplifiée en langage informatique. Donc, il nous fallait tout d'abord calculer dans la phrase les prédicats saillants, donc d'un point de vue extralinguistique, qu'est-ce qu'il retenait finalement de la phrase, du procès verbal, donc le réduire à son contenu minimal. J'entends ici, à la suite de Jean-Pierre Desclés, le sens proposition au sens de noyau dur d'un énoncé, en dehors de toute mise en contexte énonciatif. Ou encore ce que Claudie Perret propose d'appeler le parler tarzan. Le parler tarzan nous permet de mettre en évidence le noyau dur. Et ensuite, une fois que nous avions ce prédicat, essayer de le paramétrer selon des types sémantiques que je vais vous présenter tout de suite. Alors en 5A, quelques exemples de prédication étudiée. Donc il avait couché dans la hutte d'un charbonnier, lui avait fait manger, elle ne pouvait pas s'imaginer comment les poissons chantaient. Je vous ai mis en grâce que les étudiants étaient censés souligner. Ensuite, donc, nous aboutissions à ce tableau-là. Donc, les colonnes correspondent au type sémantique. Alors, au niveau des infinitifs, j'avais plusieurs commentaires à faire. Donc, tout d'abord, prenons la première occurrence, avait couché. Je vais essayer ici de justifier un peu mes options pédagogiques, didactiques et terminologiques. Alors, le plus que parfait, vous voyez qu'au niveau du temps, je l'ai considéré comme un imparfait accompli, de manière à sensibiliser les étudiants sur l'aspect accompli, non accompli, par une mise en contraste, par exemple, avec l'imparfait simple. Donc là, je m'inspire de Touratier, de Barcelot et Brest, par exemple. Deuxième point intéressant, c'est la forme « avait fait ». Vous voyez que c'est ce qu'on a souligné, mais en réalité, ici, le procès, c'est le procès de manger. Donc, de la même manière, ici, c'était la modalité d'énoncer. Alors, on pourra discuter, j'ai un certain nombre d'arguments
qui m'ont fait placer le factitif dans cette colonne-là, dans ce type sémantique-là, puisque je n'ai pas voulu intégrer la notion de diathèse qui est inconnue de nos étudiants, et qui plus est des étudiants scientifiques. Ensuite, elle ne pouvait pas s'imaginer, pareil, noyau dur, s'imaginer, mais vous voyez ici qu'il y a la modalité négative. Je n'ai pas souhaité distinguer la négation dans une structure, enfin dans un type sémantique distinct, puisque pour moi, d'un point de vue extralinguistique, je pense qu'un process s'appréhende de manière globale, il subsume l'affirmation et la négation. Donc c'est pour ça que je n'ai pas créé, mais donc on avait un signe logique spécifique. Et enfin, voilà, l'idée de capacité apparaissait donc dans la modalité d'énoncé. Alors, suite à ces différents travaux, j'ai souhaité évaluer mes étudiants dans une double perspective docimologique. Donc, tout d'abord, voir leurs acquis, mais également m'interroger sur la pertinence des choix pédagogiques que j'avais faits. Donc là, un dispositif d'évaluation qui va se décliner en 2 temps. Donc, tout d'abord, je leur ai demandé de transposer la procédure ritualisée. La consigne était la suivante, proposer à l'intention d'un programme informatique une formulation logique de l'énoncé tiré du journal de la Franck, je me sentais abandonnée. Alors, plusieurs points intéressants ici, fort potentiel linguistique de cet énoncé, qui nécessitait une analyse fine pour pouvoir être bien paramétré par la suite. Alors, tout d'abord, vous constatez donc un décalage entre, donc pas d'isomorphisme, entre le verbe conjugué me sentait et la prédication. Donc là, ça nécessitait un bon calcul du prédicat pour ensuite pouvoir travailler attentivement les types sémantiques. Deuxième point intéressant, c'était le travail sur la modalité d'énoncé. Distinguer ainsi « je me sentais abandonné » de « j'étais abandonné ». Je me sentais abandonné étant une forme de passif étoffé, si vous voulez. Et troisième point qu'il fallait repérer, c'était la diathèse sous-jacente qui était la diathèse passive. Voilà, donc pas « et », pas « er », mais bien « et » à abandonner. Alors, un petit point terminologique, j'ai intégré le passif, pareil, comme je n'ai pas travaillé sur la diathèse, dans une modalité d'énonciation en me fondant sur Yegel, Pela et Rioul qui considèrent le passif comme une forme d'emphatisation possible du procès. Alors voici les résultats, figure 3. Alors en 2019, vous constatez que assez naturellement, les étudiants vont sélectionner comme prédicat le verbe conjugué. Une seule étudiante a réussi à repérer qu'il s'agissait d'abandonner. En 2020, vous constatez des choses bien plus intéressantes. Regardez, ils m'ont mis des blocs, se sentir abandonné. Et alors là, j'ai eu les 2 graphies distinctes. Alors, c'était très bien pour un retour, un accompagnement en classe, puisque nous avons pu mettre en évidence la différence entre abandonner et abandonner ER. Donc, nous avons pu travailler sur le passif en tant que modalité d'énonciation, mais également, une fois que ceci était posé, était posé, distinguer être abandonné de se sentir abandonné, et donc de montrer que se sentir abandonné pouvait être considéré comme un passif étoffé, et donc travailler sur cette modalité d'énoncé impression. Deuxième évaluation, donc un module à visée réflexive cette fois-ci, et non pas purement applicatif, en 3 temps. Donc une première activité où finalement j'ai inversé la perspective. Je me suis dit qu'il était plus intéressant, plus naturel, plus courant, de peut-être leur proposer, plutôt que de transposer un énoncé de langue naturelle en langage informatique, d'inverser. Donc c'est ce que je vous ai mis dans le tableau, c'est un exemple, ils avaient 12 exemples comme ça. Donc, une fiche de programmation que l'on aurait donnée à un ordinateur, et sur la ligne, il devait me donner la traduction en langue française, en langue naturelle. Donc, ça donnait ici, alors, nécessité, donc je ne devais pas abandonner. Et donc, vous voyez en 6B, je vous ai placé donc, un peu la progression que j'ai adoptée en termes de difficulté. Donc, d'abord, travailler affirmation, négation. Ensuite, les différentes modalités d'énoncé, sur le verbe pouvoir, devoir, se sentir. Les modalités d'énonciation, donc je vous rappelle mon parti pris terminologique, et travailler, sensibiliser également sur la question de temps et aspect. Deuxième activité, alors j'ai imaginé 4 ordinateurs, et ces ordinateurs ont donné des réponses à ces fiches informatiques. Or, sur les 4 ordinateurs, 3 étaient faux. Donc, je leur demandais, là, je vous ai pris l'ordinateur bêta, par exemple. Donc, il avait sa petite fiche, l'ordinateur bêta, et la réponse qu'il nous donne, c'est « j'abandonnais ». Donc là, fallait-il conserver l'ordinateur? Sinon, quelle était la réponse que l'on aurait pu attendre? Alors, en 7B, vous voyez ce que j'ai cherché à évaluer. Donc, pour bêta, c'était voir que le paramètre passif n'avait pas été inclus. Pour l'ordinateur gamma, que l'accompli et la négation n'avaient pas été non plus paramétrés par l'ordinateur, et pour l'ordinateur delta, que c'était la question de l'actif qui n'avait pas été prise en compte. Alors, il y avait une troisième activité, eh bien, là, c'était tout simplement des énoncés de langue naturelle à transposer en langage dit informatique. Je dis bien dit informatique. Alors, présentation des résultats de ce module à visée réflexive.
Alors, dans la figure 4, je vous ai présenté les zones que j'ai identifiées comme problématiques, mais au sens où elles sont révélatrices, ces zones, elles sont source de questionnement et problématisent un donné. Alors, premier problème, c'est la question du passif. Dans 80% des cas, j'ai eu des petits soucis. Sur la question de l'accompli aussi, 70% des copies avec ce problème-là. Et puis la question de la négation, je voudrais aussi faire allusion à un phénomène qui m'a semblé intéressant. Alors, tout d'abord, l'identification et le paramétrage du passif. Alors, deux choses qui ont été observées. Donc, tout d'abord, c'est que certains étudiants ont formulé un passif là où le paramétrage informatique ne mentionnait pas de passif. C'était, donc j'ai eu, comme énoncé en langue naturelle, j'avais l'impression d'être abandonné au lieu de j'avais le sentiment d'abandonner. Donc là, il me semble que les étudiants se sont fondés sur ce qu'ils ont imaginé être le plus naturel en français. Effectivement, la forme avec l'infinitif, pour être senti comme pleinement grammatical, nécessitait la présence d'un COD. Deuxième constat, alors j'ai eu donc deux énoncés, je me sentais abandonné, j'avais l'impression d'être abandonné. Ces deux énoncés devaient être paramétrés. En fait, il s'agissait de la variante d'un même paramétrage, modalité, impression, passif. Or, en 1, je n'ai pas eu de paramétrage passif, alors qu'en 2, j'ai bien eu de paramétrage passif. Il me semble ici que ce qui a joué, c'est le fait que dans être abandonné, cette structure est enregistrée comme étant passive, puisque vous avez clairement la présence de l'auxiliaire de diathèse. Par ailleurs, dans je me sentais abandonné, abandonné peut être considéré comme un attribut du COD, et donc l'équation avec le passif ne va pas de soi. Concernant le paramétrage de l'accompli, alors en réception, les étudiants n'ont pas compris ce que voulait dire imparfait accompli. Effectivement, on présente rarement le plus que parfait de cette manière-là. Deux copies ont néanmoins fait preuve d'innovation et d'inventivité. Elles ont proposé de recourir à la périphrase aspectuelle venir de plus infinitif, ce qui présente l'intérêt de maintenir morphologiquement l'imparfait et d'un point de vue aspectuel, de maintenir l'idée d'accompli. En production, également un problème, j'avais abandonné. Alors, les copies qui ont fait preuve d'innovation ont bien compris ici qu'il s'agissait d'un accompli. Elles ont bien paramétré l'idée d'accompli, mais elles ne sont pas revenues dans un regard rétroactif sur ce qu'elles avaient fait dans l'activité 1. En revanche, les autres copies m'ont mis, plus traditionnellement, plus que parfait, donc ça c'était dans le meilleur des cas, indice finalement que l'opposition accompli-non accompli ne fait pas partie de leur vocabulaire. Enfin, sur le calcul du prédicat, la question de la négation et de la capacité. Alors, l'énoncé en jeu est le suivant, c'était dans l'activité 3, il fallait paramétrer « je ne pouvais pas abandonner ». Et là, la place de la négation a posé problème. Le paramétrage qui m'a été proposé, qui me semble intéressant à commenter, c'est donc, vous voyez, l'insigne de la négation et puis modal plus abandonné. En réalité, cette copie a été influencée par la syntaxe du français. Or, donc il aurait fallu, mais je n'ai pas eu le temps de revenir sur cette proposition, en fait, on peut jouer sur la place de la négation en français. Si vous dites « je pouvais ne pas abandonner », ça veut dire qu'on peut abandonner, mais pas obligatoirement. Donc, il y a une sorte d'alternative qui s'ouvre. Donc, je vous propose la formulation suivante. Donc, mon petit curseur. Donc, négation, alternative, positif, abandonner. En revanche, si vous dites « je ne pouvais pas abandonner », là, il n'y a pas d'hésitation. Le procès d'abandonner est nié. Donc, il fallait, j'insiste, il faudrait que j'insiste auprès de mes étudiants, donc placer l'insigne de la négation devant abandonner et non pas devant pouvoir. En revanche, le modal, lui, doit être rejeté dans les modalités d'énoncé. Alors, quelques conclusions. Tout d'abord, il me semblerait particulièrement pertinent de proposer une approche contrastive, qu'elle soit intralinguale ou interlinguale. Donc là, je me fonde sur Perrault et Théniard, par exemple, notamment dans le calcul du prédicat, puisque, par exemple, ça éviterait de faire en sorte que les étudiants, par exemple, dans un énoncé du type « ils devaient être en peine », relèvent devoir comme étant le prédicat et calcul de prédicat, donc à partir de cet énoncé. Donc, si on compare avec le français, on peut très bien dire, si on fait commuter, mais de manière pertinente, il devait être en peine et qu'il voilà, il était sûrement en peine, il était sans aucun doute en peine. Donc là, on voit bien comment le modal, finalement, peut rentrer sur le même axe paradigmatique qu'un adverbe cette fois-ci. Donc, je vous ai mis une comparaison en latin où c'est le même phénomène qui s'observe. Et on comprend bien alors le concept de subduction développé par Guillaume qui nous dit que certaines idées fondamentales vont avoir tendance
à se désémantiser et donc à demander un complément de matière apporté par un mot de sens plein, donc c'est ce que je vous ai mis en rouge. Il me semble aussi que les modos de l'anglais qui ne passent pas par la médiation de tout sont un indice aussi de ce caractère un peu spécifique, de même pour l'allemand avec ses formes à apophonie vocalique. Enfin, voilà, je pense qu'il y a des choses qui seraient très intéressantes à mener. Ce qui me fait venir à mon deuxième point de conclusion, c'est de combiner les approches syntagmatiques et paradigmatiques, mais il faut que l'axe paradigmatique soit bien régulé. Donc, je rejoins ici l'encyclopédie de la grammaire française en ligne. Ce sont deux dimensions de la langue qui se déterminent réciproquement. Et donc, l'efficacité du paradigmatique nécessite au préalable une assise syntagmatique forte. Voilà, donc j'ai essayé de proposer une stratégie de substitution face à des procédures plus ou moins fonctionnelles, en essayant d'articuler sémantique et morphosyntaxe. Juste pour terminer, j'ajouterais que cette expérimentation a été trop courte. J'aurais souhaité la mener sur plusieurs niveaux pour vraiment en voir la validité. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc, après tous ces exposés vraiment très intéressants qu'on a écoutés ce matin, je vais vous amener un peu, après le birman, le japonais, le vietnamien dans le monde Europe centrale, donc vers la Slovaquie, puisque je vais parler donc de l'enseignement de la syntaxe aux apprenants francophones, de la syntaxe slovaque bien évidemment. Alors, je vais déjà commencer par en fait mettre en question une affirmation qu'on entend souvent des étudiants qui viennent, qui ont déjà fait un tout petit peu de slovaque, etc., qui nous disent, mais en slovaque, une fois qu'on a appris les conjugaisons et les déclinaisons, finalement, construire une phrase ou un énoncé, ça ne doit pas être trop difficile puisque on nous dit qu'en slovaque, l'ordre est libre au niveau de la phrase, l'ordre des mots. Et moi, je leur réponds, non, vous allez voir, c'est pas vrai. C'est vrai vraiment partiellement et très partiellement. Donc, on va regarder la structure du syntagme nominal qui, elle, est vraiment bien définie. Et il n'y a que dans de très rares cas où on peut changer en fait l'ordre des constituants dans le syntagme nominal. Il y a aussi une contrainte très forte au niveau des enclitiques, donc leur position, elle aussi, elle est bien définie. Et puis, la mise en relief. En fait, la mise en relief, c'est quelque chose qui, justement, permet de changer l'ordre des mots dans certaines circonstances, mais vraiment selon le contexte, ça ne peut pas être fait n'importe comment et n'importe quand, et on va regarder après quelques exemples. Le slovaque, pour ceux qui ne le connaissent pas trop, bon, c'est une langue européenne, bien sûr de la famille des langues slaves, et plus exactement de la famille des langues slaves de l'Ouest, donc très proche du tchèque et du polonais, un peu plus du tchèque. Donc, je vais aussi utiliser en fait des exemples que j'ai déjà exposés et que j'ai publié dans un article en 2008 qui était justement consacré à la syntaxe du slovaque. Alors, je m'appuie beaucoup aussi sur les travaux de Patrick Spognon concernant le tchèque, qui était mon professeur et directeur de thèse également. Alors, en slovaque, le verbe est vraiment indispensable parce que c'est vrai que le slovaque est une langue verbocentrique. Finalement, ce sont les désinences verbales qui vont indiquer la personne et le nombre, et le sujet ne va pas être nécessairement exprimé. Donc ça pose aussi une difficulté aux apprenants. Quand ils arrivent, si c'est des apprenants francophones, on sait notre public
essentiellement, ils ont tendance, bien évidemment, à utiliser des pronoms sujets, les phrases, et ça passe pas trop, puisque en slovaque, on ne va recourir à utiliser le pronom sujet que dans vraiment des cas où on veut mettre accent sur la personne. Donc, en général, dans la plupart des cas, nous avons le sujet sous-entendu. Donc, là, par exemple, dans la phrase « je te vois », vidintia, donc on a juste vois, toi, donc il n'y a pas de pronom sujet. Le sujet peut être aussi omis, par exemple, dans la phrase « que fait Peter », donc « čo robí Peter », pracuje. Donc, dans la réponse, on voit bien, il n'y a que le verbe. Pardon. Et puis, on a aussi donc des phrases impersonnelles comme il pleut, il fait froid, donc prší, je zima, etc. Les phrases nominales, quant à elles, elles sont plutôt rares, mais néanmoins, elles existent, mais c'est vraiment périphérique, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus aujourd'hui. Alors, je vais surtout me concentrer sur une proposition simple. Donc, la phrase simple, elle va correspondre à la structure du cadre verbal. Le verbe, il peut être accompagné de ces groupes compléments qui sont réalisés soit sous forme d'un syntagme nominal ou d'une locution adverbiale pour les circonstances. Alors, le slovaque, normalement, est une langue où SVO, où le sujet peut être mis entre parenthèses, donc n'est pas nécessairement exprimé comme je viens de le mentionner. Et l'ordre neutre, c'est vraiment l'ordre qu'on utilise lorsqu'on ne veut pas utiliser la mise en relief. En fait, dès qu'on change cet ordre-là, ce qui est possible grammaticalement, il s'agit immédiatement d'une mise en relief, donc un contexte particulier. Et c'est le locuteur, en fait, qui veut exprimer des choses différemment. Donc, il veut attirer l'attention des autres donc, sur tel ou tel élément de la phrase. Alors, pour le syntagme nominal, justement, donc, sa structure en slovaque, elle est vraiment très, très stricte. Des variations peuvent s'observer, mais très rarement et uniquement pour des questions, par exemple, dans la poésie où un écrivain veut décider que c'est un élément sur lequel il veut mettre accent, il va un peu bousculer cet ordre-là. Mais dans le slovaque standard et moderne d'aujourd'hui, nous avons vraiment l'ordre défini. C'est pour ça qu'il est très important que les apprenants qui finalement, dans le peu de manuels dont on dispose pour le slovaque en tant que langue étrangère, il y a très peu de place qui est accordée à la syntaxe ou à la sémantique. C'est vrai que là, les étudiants souvent donc, sont un peu perdus. Et finalement, il s'avère que lorsqu'ils ont déjà acquis certaines habiletés et lorsqu'ils deviennent un peu familiers avec le slovaque, en fait, en troisième année de licence, le cours de syntaxe devient vraiment très important. C'est là où ils vont corriger en fait certaines choses au niveau de la construction de la phrase. Et en général, lorsqu'ils prononcent bien, etc., ils se font trahir et ils sont repérés en tant qu'étrangers, justement, par des petites choses, par l'utilisation d'un ordre des mots dans la phrase qui n'est pas neutre et qui, du coup, les trahit, parce que
on va se poser la question, mais c'est bizarre. Et vous allez voir quand même, il y a des écrivains, j'ai trouvé un exemple dont je vais vous faire part tout à l'heure, qui se sert en fait de cette... qui change l'ordre de la phrase exprès pour décrire un de ces personnages dans son roman. Alors, comme vous voyez, en fait, ici, on a un petit exemple. Donc, on voit bien que la tête du syntagme nominal est bien sûr un substantif. Et puis, en fait, la dérivation, elle se fait à gauche. Donc, on a d'abord l'adjectif qui, lui, peut être encore évidemment accompagné d'un adverbe. L'adjectif numéral, s'il est présent, c'est encore avant l'adjectif. Adjectif pronom, encore avant, et les quantifieurs tout au début. Donc, si on ne respecte pas ça, au niveau du syntagme nominal, finalement, on ne parle pas correctement la langue slovaque et c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait naturel pour les Slovaques et on n'y fait pas attention. Pour les apprenants, il faut vraiment apprendre où et comment poser les différents éléments dans le syntagme nominal. Ensuite, donc, il y a la place des enclitiques. Donc, elle est vraiment aussi fixe. Au sein d'une proposition, les enclitiques, comme ce sont des mots qui n'ont pas d'accent tonique, donc ce sont des différentes formes auxiliaires du verbe être, być en slovaque, comme som, si, sme, ste, etc. Ce sont aussi des formes courtes de prénoms personnels. On a en fait en slovaque la possibilité de choisir entre des formes courtes et des formes longues pour certains cas. Pour les pronoms personnels, donc on les utilise pas toujours dans les mêmes circonstances, dans le même contexte, mais lorsqu'on utilise les formes courtes, ce sont des enclitiques. Donc mami, tati par exemple pour la première et la deuxième personne du singulier. Ce sont aussi des formes de pronoms personnels réfléchis comme ça et ci qui vont correspondre respectivement à un accusatif et à un actif. Et puis également, par exemple, la particule di du conditionnement. Alors, les enclitiques, comme ils ne sont pas accentués, ils vont s'appuyer sur des éléments accentués et du coup, ils vont se retrouver en deuxième position au sein d'une proposition. Deuxième position, ça ne veut pas dire deuxièmement, bien évidemment. Deuxième position, ça veut dire si, par exemple, j'ai un complément circonstanciel qui est constitué dans un syntagme nominal qui, lui, est constitué de plusieurs mots, puisque je vais avoir des quantifieurs et des adjectifs, etc. Eh bien, l'enclitique va venir après ce complément circonstanciel. Donc là, on a par exemple la phrase « Nous sommes rentrés à la maison », « Prišli sme domov ». Donc là, vous voyez, « Prišli », c'est la forme verbale. Donc, « Prišli sme », puisque c'est un passé, du coup, nous, on a la forme auxiliaire du verbe być et elle va se placer en deuxième position après le verbe, domov étant à la maison. Si nous ajoutons un complément circonstanciel d'autres, par exemple le temps, donc on aura, nous sommes rentrés à la maison vendredi soir, donc toujours nous sommes rentrés à la maison vendredi soir, et on a toujours l'enclitique en deuxième position après la forme verbale. Mais si jamais on met ce complément de temps en début de phrase, puisqu'on veut justement insister sur le fait que c'était vendredi soir que nous sommes arrivés à la maison, alors là, du coup, vous voyez bien que la position de l'enclitique, elle va être toujours en deuxième
cet enclitique va être toujours en deuxième position, mais cette fois-ci, en fait, il va venir se placer devant la forme verbale пришли. Donc, ça va donner в пяток вечер мы пришли домой. Et normalement, je devrais traduire en français c'est vendredi soir que nous sommes arrivés à la maison si je voulais vraiment être plus fidèle du sens de cette phrase-là. Donc, on voit bien que là aussi, il y a une contrainte pour l'ordre des mots dans la phrase et donc on ne peut pas placer l'enclitique n'importe où. Et ça, c'est important pour les apprenants aussi de connaître vraiment cette structure et de savoir où placer l'enclitique. D'ailleurs, c'est vraiment ça, même pour les apprenants qui ont déjà un très bon niveau de slovaque, ça constitue toujours une petite fragilité. Lorsqu'on se retrouve avec plusieurs enclitiques dans la même phrase, là aussi, il y a un ordre. On ne peut pas les échanger, on ne peut pas changer leur place n'importe comment. Donc, il y a une hiérarchie qui existe entre les différents enclitiques. Et comme on peut le voir ici, donc nous avons toujours d'abord la particule ici, elle est présente, qui correspond au conditionnel. Ensuite, nous avons les formes auxiliaires du verbe être. Suivent ensuite les formes du pronom réfléchi. Et puis après, les formes courtes des pronoms personnels que nous pouvons voir là. Alors, pour vous donner un exemple simple, la phrase « Je voulais savoir comment te plairais-je dans ce chapeau ». Donc, voilà, nous allons « Chcela som vedieť, ako by som sa ti páčila v tomto klobúku ». Donc, les enclitiques, je les ai surlignés en jaune. Donc, vous voyez qu'on peut très facilement se retrouver avec 4 enclitiques qui se suivent. Mais si je ne respecte pas l'ordre qui est là, je vais immédiatement me faire repérer en tant que quelqu'un qui maîtrise mal le slovaque et plus précisément en étranger, puisque les Slovaques ne formeraient pas, enfin ne feraient pas d'erreur, si j'ose dire, dans l'ordre des enclitiques. Donc, si quelqu'un dit « Chcela som vedieť, ako som sa by ti páčila », alors là, c'est vraiment très, très vite repérable. Donc, cette place des enclitiques, c'est quelque chose vraiment sur laquelle on met l'accent dans l'apprentissage du slovaque. Et ensuite, donc, la mise en relief. Alors, c'est vrai que pour la mise en relief, finalement, là, ça dépend du contexte. Il y a des contextes où, évidemment, il est nécessaire de changer l'ordre des constituants de la phrase. Et ça, pour un étranger, appréhender ça, c'est très, très difficile. Donc, ce qui est important, c'est que les apprenants soient vraiment conscients qu'il vaut mieux toujours utiliser l'ordre neutre, c'est-à-dire sujet, s'il est exprimé, verbe, objet, et qu'ensuite, bon, tout ce qui est complément circonstanciel, bien évidemment, c'est beaucoup plus libre et c'est là la principale liberté au niveau de la construction de la phrase slovaque. Alors ici, on a quelques exemples. Par exemple, donc, Peter píše Viere list. Alors, là, c'est une lettre que Peter écrit à Viera. Vous voyez bien que je ne l'ai pas vraiment traduit comme la forme neutre, où j'avais écrit Peter écrit une lettre à Viera. Là, on a changé. En fait, la place de l'accent, de la mise en relief, donc l'information la plus importante, elle est placée en général en fin de phrase, dans certains cas en début de phrase, mais
c'est vraiment les deux positions qui sont utilisées pour la mise en relief en slovaque, c'est-à-dire en début de phrase ou en fin de phrase. Et donc là, comme on a changé la place du complément d'objet direct, ben, finalement, c'est sur cet élément-là qu'on met l'accent. Pareil pour les deux autres exemples où on intervertit, en fait, on met la lettre Avira, c'est Peter qui l'écrit, puisque list viere piche Peter. Donc, on voit bien que comme on a effectivement les désinences qui déterminent finalement la fonction syntaxique, donc celle-ci ne change pas, mais le fait de déplacer les éléments et de les placer dans ordre différent d'ordre neutre met l'accent sur certains éléments. Et donc là, c'est la lettre Avira, c'est Peter qui l'écrit. Donc on a deux éléments qu'on veut mettre en relief. J'ai plus beaucoup de temps, donc je vais passer. Là, c'est un exemple dans Linguiste slovaque qui a déjà en fait parlé un peu de cet ordre neutre et de la mise en relief. Et par exemple, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'il dit, et je souscris donc à cette hypothèse, c'est-à-dire qu'en slovaque, si le verbe se trouve en fin de phrase, c'est-à-dire en position où la mise en relief est la plus forte, alors c'est qu'il y a un contexte. Il y a un contexte et en général, c'est une réponse à une affirmation négative. Par exemple, si quelqu'un vous dit vous avez entendu à la radio quelque chose, à la radio, je n'ai rien entendu, etc. C'est dans ce contexte-là, c'est vraiment une réponse à une affirmation contraire. Donc, c'est très rare qu'on retrouve en fait le verbe en fin de phrase. Et voilà le petit exemple que je voulais vous montrer, qui m'a assez d'ailleurs assez amusée, parce que c'est un roman très récent, donc de 2018. Il y a la traduction qui se prépare dans une maison d'édition bordelaise. Donc, le titre en français, ça va être Le bal des porcs. Et j'ai été sollicitée pour une expertise. Et du coup, j'ai vu comment la traductrice a réagi. Et sauf erreur de ma part, en fait, moi, quand je lis la traduction en français, je ne suis pas frappée. Par exemple, là, c'est un dialogue, un début de roman, donc sur la deuxième page ou même la première page, je crois. C'est un médecin, docteur. Alors, il dit tak ja zašijem, ale rodiť ona už nebude. Je suis désolée, c'est un roman noir. Hein. C'est vraiment une scène assez difficile à s'imaginer. Alors, il dit, alors je vais la recoudre, mais celle-là n'enfantera plus. Mais pour moi, en français, moi, je ressens rien de choquant, alors qu'en slovaque, immédiatement, je me dis, mais c'est pas possible. Ça peut pas être un slovaque qui s'exprime comme ça. Et ensuite, ça continue. À la page 10, tak mňa ste volali na čo? Alors, pourquoi m'avez-vous appelé? En français, il me semble que c'est tout à fait correct, alors qu'en slovaque, absolument pas. Puisque si on voulait formuler la phrase correctement, on dirait plutôt tak na čo ste ma volali. Vous voyez bien là, j'ai parlé tout à l'heure des formes courtes des pronoms personnels, c'est typiquement ça. Dans un ordre neutre, on utilise les formes courtes plutôt, et ces formes courtes, en fait, peuvent utiliser à l'intérieur de la phrase, alors que les formes longues, comme c'est le cas dans le roman, doivent être utilisées en début ou en fin de phrase, vraiment dans les positions de la mise en relief. Or, ici, c'est en deuxième position. Donc, ça choque immédiatement. Je pourrais continuer encore avec cet exemple-là.
sur la page 10, c'est exactement dans le même genre, alors qu'en fait, ce n'est qu'après que l'écrivain nous décrit le personnage du chirurgien esthétique, et on apprend donc que c'est quelqu'un qui est pachtoun et qu'il était donc médecin dans son pays, etc. Et qu'en arrivant en Slovaquie, bon, il avait fait des études à Moscou, etc. Mais en arrivant en Slovaquie, il doit se contenter en fait d'exercer en tant que médecin légiste, et encore, il va collaborer avec la mafia locale. Donc, finalement, l'écrivain a choisi de le caractériser déjà par ses propos dans des dialogues, et c'est vraiment cette syntaxe erronée, si j'ose dire, qui permet de le caractériser, ce qui prouve, à mon avis, bien que l'ordre des mots n'est absolument pas libre en slovaque. Et voilà, je vais conclure par cette dernière diapositive. En fait, c'est un travail d'une étudiante de 4e année de slovaque, donc un master. Elle maîtrise bien le slovaque. Là, il s'agissait en fait d'un thème vers le slovaque à partir d'un texte tiré d'un journal français. Alors, vous voyez bien que finalement, il n'y a pas grand-chose que j'ai corrigé, mais il y a les enclitiques, justement, comme le ça, par exemple, qu'elle n'a pas mis en deuxième position de temps en temps. Ça, voilà, ça lui échappe. Donc là, j'étais obligée de corriger. Et pareil, ici, au milieu, en fait, c'est le démonstratif. Elle m'avait placé le démonstratif tôt, ce, en début de phrase, et du coup, là, ça passe pas non plus. Donc, on voit bien qu'il y a pas mal de contraintes au niveau de l'ordre des mots dans la phrase. Bon, je vais m'arrêter là, parce que je pense que j'ai dépassé mon temps bien largement. Donc, je vous remercie.